pour, pour l'électricité. Donc, je vais profiter d'abord pour faire un point avant de commencer la formation de ce soir. Le point global, c'est que beaucoup de personnes m'ont contacté suite à la dernière point presse que nous avons fait samedi soir au sujet de l'évolution du parti, son enregistrement, des référencements, enfin, les faits, tout ce qui a été donné à ce niveau-là. Donc, beaucoup m'ont demandé quelle était la stratégie, si on avait une stratégie, si on avait une technique pour faire face à cette situation où nous ne voulons pas tomber dans une action qui pourrait se retourner contre nous. Je m'explique. Il faut savoir que une élection, surtout quand elle est dans un an, c'est une course d'endurance. Et avant même de penser à gagner la course d'endurance, il faut d'abord penser à ne pas se faire éliminer de la course. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la situation politique du Congo, quand on regarde notre position, nous sommes les nouveaux venus. Nous sommes les outsiders, ceux qui ne sont pas forcément du milieu, ceux qui viennent un peu de l'extérieur, ceux qui sont inconnus. Et en fait, cette position-là, elle peut être très avantageuse et voire même très négative. Elle est avantageuse quand on est quelqu'un qui est un nouveau venu, qui fait le dos rond et qui suit ce que la tête de la meute dit. À partir du moment où, bonsoir Papa Franck, Pascal France, à partir du moment où le nouveau venu essaie d'apporter un dynamisme différent, une compréhension différente de ce que doit être la politique dans sa fonction, dans son exercice, mais aussi dans son éthique, dans sa manière de fonctionner, et qui devient un outil dérangeant, il faut savoir que l'appareil existante n'a aucune envie de faire rentrer un élément qui pourrait être considéré comme un corps étranger. Si vous avez cette réalité-là en tête, vous comprendrez deux choses. La première, c'est que nous, parce que nous sommes les nouveaux venus, devons toujours faire deux fois, trois fois, voire quatre fois plus attention. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous sommes les nouveaux venus, les pièges seront nombreux pour nous mettre de côté ou pour faire autre chose. Je donne un exemple très simple concernant les différentes situations auxquelles nous pouvons faire face. Quand les gens disent qu'il faut déposer, on fait toutes les activités, toutes les démarches nécessaires en règle selon les lois congolaises ont été respectées. À partir du moment où on rentre dans une phase, dans une zone où on nous dit, regardez, il faut des encouragements. Donc, première question qu'il faut poser, c'est est-ce que ces encouragements-là sont écrits dans les lois congolaises? Ou bien il s'agit d'autre chose? En général, les gens vous répondent non, mais c'est comme ça. J'ai fait oui, je sais que c'est comme ça. Mais la position que nous avons aujourd'hui, c'est que nous devons vérifier. Est-ce que ces encouragements-là sont des choses qui sont écrites dans la loi? Est-ce que c'est des montants spécifiés dans la loi électorale? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? S'il s'agit d'autre chose, il faut comprendre que vous pouvez le justifier comme vous voulez. Ça s'appelle de la corruption. C'est quoi la corruption? C'est être dans une posture où on paye quelque chose on paye de l'argent, comptant ou autre chose, pour pour avoir accès à un service de manière plus rapide, de manière plus sécurisée ou de manière plus efficace. Et quand on le paye pas par rapport à la loi, ce qu'elle demande de payer, on le paye parce qu'on veut avoir un service. Ça s'appelle de la corruption. Si aujourd'hui, nous nous faisons attraper à ce niveau-là, il y a trois risques que nous mettons sur nous. La première, c'est d'abord la discréditation de l'idéologie du parti. Ils vont vous dire, regardez ces nouveaux venus, ça fait 6 mois qu'ils étaient ici à passer à la télé, au radio, à faire des vidéos sur Internet et crier, nous, tradition, nous, moralité, nous, éthique. Regardez, on a la preuve que, surtout que les ministères chargés de gérer la question électorale, que ce soit le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur, pour parler du ministère de l'Intérieur,
c'est des ministères où, en général, on est très, très proche de la présidence. Pourquoi? Parce qu'on sait que la force d'un président, c'est le contrôle sécuritaire de l'État. Donc, celui qui est ministre de l'Intérieur, en général, est le meilleur ami de la présidence, parce que c'est comme ça. Souvent, les anciens ministres de l'Intérieur ou les anciens ministres de la Défense deviennent des présidents parce qu'on a accès à des informations et on a des postes stratégiques. Donc, à partir du moment où la légalisation d'un parti politique passe par le tampon final d'un ministère qu'on appelle ministère de l'Intérieur, et qu'on sait que le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, c'est le patron de l'ANR, c'est le patron de la police, c'est le patron de beaucoup de choses qui concernent la sécurité de l'État et de l'information de l'État et du renseignement de l'État, on comprend que à ce moment-là, l'information peut circuler très vite, même contre nous-mêmes. Savoir que en quelques secondes, on peut discréditer facilement l'idéologie du parti et la crédibilité de ce qui a été dit, enseigné, les formations qui ont été faites depuis plus de 6 mois. La deuxième chose qui peut se passer, c'est la pression. C'est quoi la pression? C'est une fois qu'une personne a entre ses mains la preuve de votre culpabilité et qui sait que non, vous savez, non, on sait que vous avez donné des encouragements ici à gauche, à droite pour que votre dossier passe. Vous êtes sous sa coupelle. C'est lui maintenant qui dirige la relation. Et il peut vous amener à faire des choix, des postures qui sont loin de votre vision. Ça peut être, par exemple, vous demander de rejoindre la majorité présidentielle. C'est une bêtise. Même si vous n'avez rien contre personne, mais on va vous demander de faire des choix, des annonces qui vont être plus fortes que vous, parce que vous êtes dépendant de la personne qui détient une information sur vous. Et troisième point, en plus d'avoir une réputation qui peut être abîmée, en plus de subir des pressions, il se peut que tout ça n'aboutisse même pas. Il se peut que la personne prenne l'argent, balance le dossier et ne signe pas l'agrément. Donc tout ça fait qu'il faut être très vigilant. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas nous faire éliminer de la course. Si on met de côté la présidentielle, on peut se présenter en tant que candidat indépendant. Donc, ce n'est pas pour moi que je suis en train de faire les choses. Je suis en train de les faire pour la cohérence du groupe, pour la crédibilité de chaque projet politique que vous, candidat, vous portez. Donc, à ce moment-là, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas un, un choix, une action qui soit éliminatoire. Et en même temps, il faut respecter les lignes directrices que nous avons tracées. Donc, il y a déjà deux solutions que je fais sur la table. Ça, c'est de la discrétion des dirigeants principaux du parti. Mais il y a une solution dont je voulais vous parler ce soir avant la formation pour que vous compreniez ce qu'on va faire et qui est déjà en train d'être mise en place et qui va, je pense, plutôt bien fonctionner. J'ai mandaté quelques personnes à Kinshasa pour déjà mettre ça en place. C'est comment? Aujourd'hui, on a majoritairement deux blocs politiques au Congo. On a le bloc de la majorité présidentielle et on a le bloc de l'opposition. C'est comme ça que le pays fonctionne. Et vous connaissez notre stratégie, notre posture, notre manière de voir les choses. On n'est ni là ni là. Mon idée, c'est comme ça. C'est de cibler quelques partis qui ont dans leur objectif, vision, le religieux, les partis chrétiens, ou la tradition. De cibler les partis qui sont en difficulté financière, mais qui sont dans la liste de la CENI déjà. En ciblant ces partis-là, l'objectif sera de créer un troisième bloc, le bloc religieux et tradition. Le bloc spirituel, qui est ni dans l'opposition, ni dans la majorité. En faisant ce bloc-là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Imperium est tout à fait crédible au niveau du ministère de la Justice, au niveau
des hôtels de ville. On a enregistré en officiel. La seule chose, c'est l'agrément qui manque. Donc, en créant un troisième bloc, il n'est pas un bloc ni majorité, ni opposition, mais un bloc qui va regrouper les partis qui vont être, entre guillemets, plus orientés ou plus versés dans l'idée de construire un projet politique qui soit spirituellement, traditionnellement crédible, en ciblant spécifiquement certains partis, notamment ceux qui ont déjà leur agrément. On peut créer un bloc. Appelons le bloc tradition. C'est juste un. À partir du moment où on crée un bloc, nous, en tant que structure statutairement reconnue, notarialement inscrit, ministère de la Justice inscrit, on a le droit de participer à ce bloc-là. Il peut y avoir, dans ce genre de bloc, vous pouvez avoir un parti politique, deux partis politiques, trois partis politiques, quatre ONG, cinq ASBL, peu importe. C'est une force politique. Et à ce bloc-là, on lui donne un nom. Je dis une bêtise, Imperium bis. Tout ça, c'est des négociations. À partir du moment où on a un bloc dans lequel nous sommes dedans et avec le travail qu'on a fait, peu importe le bloc où nous serons, on sera forcément plus fort. Pour pas dire les plus forts. Une fois qu'on a ça, on a forcément des agréments qui nous permettent de présenter des candidats. Pas sous l'égide d'autres partis politiques, mais sous l'égide d'un bloc qui représente plusieurs partis. Et s'il faut donner dans le papier administratif un parti, on met un parti. Mais l'idée, c'est de faire le bloc. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On crée une troisième force dans le pays. Une troisième force qui va regrouper maintenant nous, les nouveaux, qui sommes dérangeants parfois, tous ceux qui ont tout ce qu'il faut, mais ni les moyens, ni les forces, ni peut-être les relations internationales, ni les idées peut-être de mettre tout en place. On regroupe tout ça et on emmène tout le monde. C'est ça la chose que j'ai demandé à du bureau politique, ceux que je sais qui sont des connaisseurs, des fins connaisseurs de la politique au Congo. C'est sur ça qu'on va travailler. Donc pourquoi je commence sur cette information-là? C'est pour vous rassurer. Aujourd'hui, ce n'est pas à ma situation personnelle que je pense, parce que si c'était à ma situation personnelle, je ne suis pas pressé. Je peux me présenter demain aux candidatures de Bruxelles sans parti. J'arrive comme ça, je suis indépendant, je ne sais pas ce qu'il y a, et je me présente. Et ça ne m'intéresse pas parce que je suis un homme de parole et un homme de droiture. Et à partir du moment où j'ai avec moi des personnes qui travaillent sans relâche, sans cesse, qui sacrifient du temps, de l'argent, de la sueur pour ce projet-là, je suis dans l'obligation de trouver des idées originaux pour, un, ne pas me faire éliminer. Parce que si demain, Imperium est sali ou banni ou mis de côté parce qu'il a fait des erreurs dans sa construction, celui qui va payer, ce n'est pas moi, ça serait vous. Parce que moi, même si je paye, j'amène les 100 000 $ au mois de septembre pour ma candidature, ils vont les prendre. C'est pas ça la question. La question, c'est comment on arrive à rester intelligemment solide et à donner à chacun d'entre vous la place de créer une force d'action selon la vision que vous aurez construite et les formations que nous aurons faites. Et je sais qu'à partir du moment où on arrive à créer un bloc comme ça, nos partenaires qui sont, entre guillemets, ceux qui nous accompagnent dans le volet financier, savent que c'est la stratégie la plus puissante, la plus forte. Parce qu'à ce moment-là, on est en train de, de montrer que la tradition ou la religion ou le spirituel n'est pas juste le fait d'impérium, mais c'est c'est un groupement de partis politiques qui veulent fonctionner ensemble et dans ce fonctionnement-là, on arrivera à leur insuffler des outils qu'ils n'ont pas. Et croyez-moi, ils vont nous suivre. Donc on construit ça, je vous tiendrai au courant. C'était la petite introduction que je voulais faire pour que vous sachiez un peu où on en est et que vous n'ayez pas d'inquiétude
par rapport au fait que dans le mois de juillet, si je ne me trompe pas, qui vient, chacun d'entre vous qui auront fini notre formation pourra déposer sa candidature comme il faut. Ça, c'est une garantie que je vous donne et je me bats pour ça tous les jours en gérant les informations que vous et moi avons et en intégrant aussi les informations que peut-être moi seul j'ai parce que nous avons des yeux et des oreilles aussi à l'intérieur de différents groupes des partis politiques au Congo et même de la direction du pays. Donc voilà. Maintenant, rentrons dans. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou bien on en parlera au bureau politique de mercredi? Mais s'il y a des questions, je les prendrai à la fin, comme ça je vous laisse réfléchir, analyser. Donc, regardons maintenant la formation d'aujourd'hui qui va aussi être liée à ce que nous venons de dire. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on est déjà à la cinquième formation. On est toujours dans une logique de comprendre quels sont les outils, quels sont les outils, les, les, les stratégies que nous pouvons tirer de ce livre-là, de cette tradition-là qui a été donnée à Adam, qu'on appelle le livre de la Mishnah. C'est le livre des lois, c'est-à-dire comment chaque créature, chaque peuplade qui va sortir de Adam va devoir gérer sa société, son espace de terre, son territoire, sa nation. On a vu que ce livre-là, que beaucoup de personnes ignorent, mais qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui l'utilisent ne sont majoritairement que soit des juifs ou des israélites qui ont gardé cette tradition-là, comment en fait une société qui est en bonne santé va fonctionner sur une base de 6 piliers. 6 piliers qu'on va appeler les semences, qu'on va appeler les solennités, qu'on va appeler la femme, qu'on va appeler les dommages, donc loi intérêt, qu'on va appeler euh, pureté, qu'on va appeler aussi la sainteté. Il y a 6 blocs comme ça. Et dans ces 6 blocs-là, il y en a un qui est particulièrement lié à la politique, un qui est particulièrement lié à la fonction d'élu, qu'il soit élu par le suffrage universel, député, sénateur, gouverneur, maire, bourgmestre, président, peu importe, ou bien élu parce que occupant une fonction qui a une forme d'autorité sur le peuple. Donc, on a déjà vu 4 éléments. Le cinquième, aujourd'hui, que nous allons voir qui va être lié à cette formation, je vais lire assez rapidement, vous allez voir où on va aller. Donc, nous sommes dans ce livre-là qui a été donné à Adam. Il y a là-bas, quand on arrive dans tout ce qui touche au dommage, on appelle Nézikim au dommage, il y a un traité qui s'appelle Makot. Makot, ça veut dire les coups de fouet. So, sentir. Coup de fouet. Donc, si on a traité, on a objectif et zaboué. Makot, bien coup de fouet, est un traité de Nézikim, ordre des dommages, qui sert de traité complémentaire à Sanhedrin. Sanhedrin, c'est ce qu'on a vu il y a 3 semaines, qui était l'Assemblée des juges. Makot traite des punitions administrées par les tribunaux. Il n'y a que 3 chapitres. Le premier chapitre traite des faux témoins, c'est-à-dire Edim Zomemim. C'est quoi un faux témoin? C'est tous ceux qui mentent et qui portent des faux témoignages. Comment on traite ça? Comment on comprend ça spirituellement? Et comment, en fait, ça se solde par un tribunal, on va dire, humain, qui va avoir des outils que vous allez créer en étant député. Et la question du faux témoin, elle est essentielle. Parce que quand on propose une loi, quand on propose un programme électoral, aujourd'hui, si on prend l'exemple d'Imperium,
nous avons un programme politique, nous avons une vision. Donc, les personnes que vous allez, entre guillemets, encadrer, former dans vos différentes bases, ces personnes-là, en fait, ce sont vos témoins. Ces personnes-là, ils vont dire, ah, moi, je connais Papa Yehuda, je connais Papa Guy, je connais Honorable Janvier, je connais. Voici ce qu'il dit. Et ils vont parler en votre nom. Ils vont faire ce que, par exemple, vous, vous faites par rapport à moi. On passe du temps d'échange, d'études, de travail, d'analyse, et après, vous allez le reporter dans vos différentes bases. La question, elle est maintenant, si j'ai dit A, mais que vous, dans le cadre d'un débat, dans le cadre d'une rencontre politique, dans le cadre d'une proposition, vous dites B. Vous avez changé les propos originaux. Ou si une des personnes qui est dans vos bases dit le contraire de ce que vous avez dit, ce qui arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Il n'y a qu'à voir des fois les mésententes qu'il peut y avoir entre un président et son premier ministre. Il n'y a qu'à voir des fois les mésententes qu'il peut y avoir entre des présidents de groupes parlementaires du Sénat ou de l'Assemblée nationale avec certains députés. Exemple récent, vous avez un président d'un parti qui s'appelle Ensemble, qui dit à un journal de France 24, je suis candidat à la présidentielle. J'ai une assemblée générale exceptionnelle lundi qui va me désigner. Mais attends, l'assemblée générale n'est pas passée. Tu passes déjà à la télé pour annoncer. Mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que nous sommes dans un cas de faux témoignage? Et pourquoi je dis ça? Parce que quelques heures après, dans le parti où il est président, il y a 45 députés qui désavouent cette nomination. Donc ça veut dire quoi? Là, c'est un cas concret. Il y a des députés qui estiment que la parole de leur chef est fausse, ou bien qui se désolidarisent, ou bien qui vont porter un faux témoignage. Donc ce qu'on va voir ici, ça se passe tout le temps. Le témoignage, c'est juste le rapport d'une réalité que vous avez vue, vécue ou entendue. Si vous la falsifiez, vous avez commis un faux témoignage. Sachez que ce qu'on voit ici, c'est des réalités spirituelles et des réalités physiques. Quand dans le physique, cela n'est pas appliqué, ça sera appliqué dans le spirituel. Donc là, il vous dit que vous allez mériter des coups de fouet, des macottes. Donc tout le premier chapitre, que je n'ai pas tout mis ici, tout le premier chapitre va traiter de comment on décide si un faux témoignage, un faux témoin mérite des coups de ceinture ou pas. Si ça ne se passe pas ici, lui, il s'en occupera là-haut. Deuxième chapitre, donc on parle des faux témoins et du processus d'administration de leur punition. Deuxième chapitre traite de l'exil vers les villes refuges pour les meurtriers par inadvertance. Ah. Deuxième chapitre, c'est, vous savez, c'est écrit comme ça dans la Bible, que quand quelqu'un tuait quelqu'un à l'époque de Moïse sans avoir fait exprès, c'est-à-dire que je jette ça comme ça tombe dans la rue sur la tête de quelqu'un. J'ai jeté une pierre. D'abord qu'il dit banga et quoi, il a moutou à moutou. La personne, elle meurt. Il faut savoir que la loi, elle dit ça. Celui qui a fait le jet de pierre, il a droit à Kima, la ville refuge. Donc, le pays qui est administré dans la logique spirituelle, il faut que la ville na bokawana botia ba ville refuge la ville oyo meurtrier par inadvertance aza na droit kokima pe akotika kuna. Aujourd'hui, le système ne parle que de carcéral. C'est même plus des villes refuges, c'est des cages à pigeons dans lesquelles on met des papas ou des mamans âgées dans 12 mètres à 3 ou 4. Comprenez ce que la logique de Dieu était. Quelqu'un qui commet quelque chose par inadvertance, il faut le faire aller dans une ville refuge. On ne peut pas arrêter
pour lui le fait de vivre. Cette ville refuge, c'est qu'il va vivre. Mais maintenant, il faut désigner, par exemple, si on va dire, on est au Congo, on peut dire que si on met 6 villes refuges, ville refuge Moko na bas Congo, ou bien vers les zones de Kinshasa, ville refuge Moko Kasai, ville refuge Moko na Ituri, ville refuge Mususu, Notier na Mongala, on choisit les endroits comme ça. Maintenant, il faut qu'on y ait quand tu es en train de fuir, famille à victime, baza na droit ya kolanda yo pe ya koboma yo. Ozokima, tu fuis. Mais la famille des victimes, ils ont le droit de te pourchasser tant que tu n'es pas arrivé dans la ville refuge. À partir du moment où tu es arrivé dans la ville refuge, ils n'ont plus le droit de te toucher. Maintenant, quand la personne elle est dans la ville refuge, elle n'est pas condamnée à 10 ans. Elle est restée là-bas jusqu'à ce que le grand prêtre meure. Ça, c'est un autre cas. Troisième chapitre, qu'on verra en plus partie, et dernier, traite des punitions, des coups de fouet. Comment on fouette? Fouetter, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut qu'à chaque coup de fouet, Moutou Bazo bétaillé, il faut qu'il a sentir besoin, il y a repentance. Même Moutou Bazo bétaillé, il ne faut pas bétailler na colère, na haine. Donc tout ça, c'est des choses qui sont traitées dans des livres gros comme ça. On a koye bandeni ni ba beta Moutou. Ceux qui commis la justice. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les sentences, on continue à prendre ma cas là. So va bani ko bétailler, on a 9h, tu as mis Bazo bétailler. Tu es en prison là-bas, tu t'arrives à Makala, on te tape à 9h jusqu'à midi, on te tape, on te tape. On te tape, on te donne pas à manger, on te fait pipi dessus, bah, tu es dans les boulous. Hey, c'est pas comme ça. Le but d'une punition, c'est de faire ressortir le meilleur de la personne. Donc ça, tout ça, c'est traité dans ce chapitre-là. Mais on va lire d'abord et revenir à notre formation. Première Mishnah. Comment les témoins deviennent-ils des témoins comploteurs? C'est quoi un témoin comploteur? C'est un faux témoin. Et dit zomemim, comme c'est écrit ici. Ceci s'applique dans un cas où deux témoins sont venus devant le tribunal et ont dit, nous témoignons à propos d'un tel qu'il est prêtre, qu'il est fils d'une femme divorcée, qu'il est d'une chaloutza, une yevama, qui accomplit le rite de la chalitza pour libérer le du Lévira. Ces témoignages font de lui un halal, un disqualifié du sacerdoce en raison du lignage défectueux. Si un deuxième groupe de témoins dépose devant le tribunal et rend le premier groupe témoin conspirateur, on ne dit pas l'égard de chacun de ces témoins conspirateurs. Ce témoin sera rendu le fils d'une femme divorcée ou le fils d'une chaloutza à sa place. Au contraire, il reçoit 40 coups de fouet, en 40 coups de fouet, hein, en guise de punition pour son faux témoignage. De même, dans un cas où deux témoins sont venus devant le tribunal et ont dit nous témoignons à propos d'un tel qu'il est susceptible d'être exilé dans une ville refuge pour avoir involontairement tué un autre. Et un second groupe de témoins témoigne en justice et rend le premier groupe de témoins conspirateurs. On ne dit pas à l'égard de chacun des témoins conspirateurs. Ce témoin sera exilé à sa place. Au contraire, il reçoit 40 coups de fouet. Dans le cas de témoins qui ont dit nous témoignons au sujet d'un homme appelé un tel, qu'il a divorcé de sa femme et ne lui a pas donné le paiement de son contrat de mariage. Et il lui a ensuite été rendu témoin conspirateur, zomemim. La question se pose en ce qui concerne la manière dont la somme de leur paiement est calculée. Il n'est pas possible il n'est pas possible de les rendre témoins responsables du paiement de la totalité de la somme du contrat de mariage, comme ils peuvent le prétendre. Mais n'est-il pas vraiment aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire à un moment donné dans l'avenir? Il peut divorcer de sa femme ou mourir et finalement, il sera tenu de lui donner le paiement de son contrat de mariage. Cela étant, les témoins n'ont pas conspiré pour rendre le responsable du paiement d'une somme qu'ils ne seraient pas autrement pas tenus de payer. La somme de leur permet de calculer comme suit. Le tribunal évalue la somme d'argent qu'une autre personne serait disposée à donner pour acheter des droits au contrat du mariage de cette femme.
conscient de cette incertitude que si elle était veuve ou divorcée, l'acheteur recevra le paiement du contrat de mariage, mais s'il est décédé, son mari héritera d'elle. Et celui qui a acheté son contrat de mariage ne recevra rien. Dans le cas des témoins qui ont dit, nous témoignons à propos d'un homme appelé un tel, qu'il doit à un autre homme 1000 dinars, 1000 dollars, 1000 francs congolais, qu'il a emprunté à condition et qu'il lui rende l'argent d'ici 30 jours se sont écoulés. Et l'emprunteur dit qu'il a emprunté cette somme, mais c'était à la condition qu'il lui rende l'argent d'ici à ce que 10 ans se soient écoulés. Et il a été rendu témoin comploteur. Ici aussi, ce n'est pas possible de rendre le témoin responsable du paiement de la totalité de la somme. Au contraire, le tribunal estime combien d'argent une personne serait prête à donner pour qu'elle garde un prêt de 1000 dinars en sa possession. Et on calcule la différence entre cette somme dans une situation où elle serait obligée de donner de l'argent à partir du moment maintenant, à partir de maintenant jusqu'à ce que 30 jours se soient écoulés. Et cette, cette somme, cette même somme, dans une situation où il serait tenu de rendre l'argent à partir de maintenant jusqu'à 10 ans, serait écoulée. Cette différence est la somme que la déposition des témoins conspirateurs chercherait à faire perdre à l'emprunteur. C'est donc la somme qu'il doit payer. Je vais vous expliquer le secret derrière tout ça. C'est très simple. Si vous regardez, le premier chapitre, à quel moment on appelle un témoin un faux témoin, c'est tout sur la diffamation. Quelqu'un qui veut dire oui, oui, il a fait le lévira, c'est-à-dire qu'il a épousé la femme de son frère défunt. Oh, lui, fils d'un tel, il a tué involontairement, il a fui, il ne s'est pas mis là-bas. Lui, en fait, la première chose que nous dit cette règle-là, c'est que le coup de fouet vient d'abord basé sur quoi? Pardon. La, 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 la position du faux témoin vient d'abord basée sur la diffamation. Cette diffamation-là mérite 40 coups de fouet. Alors maintenant, sachez qu'il y a deux choses. Le tribunal des hommes, c'est les tribunaux qui fonctionnent du lundi au vendredi de 9h à 14h. Le tribunal de Dieu ne s'arrête pas et n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace. La diffamation, c'est le quotidien de la politique, malheureusement. Si on est réel entre nous et qu'on parle concrètement, depuis les 6 mois ou depuis les 6 mois que nous nous connaissons, combien d'histoires vous avez entendues sur moi? C'est la vérité. Combien d'histoires? Combien de suppositions? Combien de ah non, mais c'est sûr que ah, mais il a dit ça, ah, mais c'est sûr que vraiment, ça. Combien d'histoires? Combien? Sachez que ça, ça vous met déjà en position de faux témoin. Il ne faut pas vous amuser à parler de personnes quand ils ne sont pas là et surtout sur des notions de situation que vous n'êtes pas prêt de confirmer. Ça fait de vous des édim zomemim, des faux témoins. Et c'est écrit dans cette loi-là que ce faux témoin-là mérite 40 coups de fouet. Si personne, aucun tribunal ne t'a attrapé, parce que moi, je n'ai pas le temps de porter plainte pour diffamation, entre ceux qui disent ça, ceux qui disent ça, ceux qui disent ça, ceux qui disent ça, des fois même, il y en a qui t'écrivent, tu ne leur as jamais parlé, ils t'écrivent et te menacent. Parce qu'ils ont entendu ça, ils ont entendu ça. Il n'y a que ça, et c'est même que de ça que les choses sont nourries. Combien de gens ont mis des photos sur Imperium des députés qui dorment? Qui vous a dit que le monsieur n'est pas malade? Qui vous a dit qu'il n'a pas pris un médicament et qu'il ne peut pas supporter? Qui vous a dit que ça ne faisait pas une semaine qu'il n'a pas dormi et que c'était le seul moment où il pouvait se reposer parce qu'il a fait des séances nocturnes de l'Assemblée? Qui vous a dit? Pourquoi vous vous mettez dans des postures de faux témoins? Donc, sachez que si les hommes ne vous attrapent pas, lui va vous attraper. 40 coups, c'est oh, pas d'électricité, pas d'argent, pas de nourriture, maladie, toutes ces choses-là
c'est ses coups à lui. Ne parlez pas de moi, ne parlez pas des gens, ne parlez pas entre vous quand il ne s'agit pas de choses que la personne dont vous parlez vous a dit. Et ça, c'est la vie de l'Assemblée. C'est la vie politique. C'est la vie sénatoriale. C'est la vie des maires. On ne fait que parler de supposition en supposition. On suppose. On suppose. On suppose. Vous qui connaissez la Bible mieux que moi, la propre sœur de Moïse, elle supposait, ah non, mais lui, c'est sûr, il a épousé une femme couchite, bouée. Azoua lèpre. 7 jours quarantaine. Alors qu'Aza prophétesse, ça. C'est pour vous dire que ces choses-là, c'est pas de la blague. C'est sérieux, pour pas dire dangereux. Sachez que les lois, Dieu applique aux hommes les lois selon leur compréhension. À partir du moment où vous avez entendu de ma bouche ce que je viens de vous dire, vous êtes aussi concerné, vous savez. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. La diffamation, c'est très grave. C'est prétendre quelque chose sur quelqu'un, même dire non, c'est bizarre, ah, mais je suis sûr qu'il a de l'argent. Non, je suis sûr qu'il n'a pas d'argent. Mais vous vous mettez dans une situation de faux témoin. Et notre spiritualité, elle ne rigole pas. Vous étonnez d'avoir des problèmes, surtout si la personne sur qui vous parlez est réellement innocente, elle n'a rien fait, et n'est ni dans ce que vous dites, ni dans ce que vous pensez de lui. Ça, c'est la première chose que je veux aborder avec vous aujourd'hui. Il y a de l'information et il y a du renseignement. Ne parlez pas de choses qui viennent comme ça. Vérifiez avant d'associer votre salive et votre souffle et votre cerveau à des idées. Parce que si vous ne vérifiez pas d'où ça vient, vous pouvez vous transformer en faux témoin, en quelqu'un qui, spirituellement ou physiquement, mérite 40 coups. Et si ces 40 coups ne sont pas faits physiquement, spirituellement, elles sont prêtes, elles seront appliquées. Regardez, vérifiez l'état, pour ceux qui connaissent, hein, vérifiez l'état de santé des députés et des ministres. Vérifiez combien de fois malades, combien de fois ultra fatigués, combien de fois. Vérifiez, vérifiez. Toutes ces choses-là pour vous dire que la probité, la moralité, l'éthique et on va dire la bienséance, la noblesse d'âme, quand il s'agit des relations humaines, c'est un minimum vital. Minimum vital. Ça, c'est le premier cas, la diffamation. Deuxième cas où il explique, dans quel cas on met les coups de fouet, il parle des cas où des personnes supposent que vous devez des sommes d'argent. Plus qu'il en faut ou moins qu'il en faut, mais contre vous. Ça veut dire que quoi? La deuxième raison pour laquelle les fouets sont activés, c'est quand quelqu'un vous accuse d'une dette qui n'est pas la vôtre. Quand quelqu'un vous accuse, ou plutôt fait en sorte que vous ne puissiez pas récupérer votre dette. Alors, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire être député? Parce qu'en tant que député, vous allez être, député de la majorité, vous allez être des personnes qui allaient porter le témoignage d'une direction, d'un exécutif, mais qui vous dit que vous savez la vérité? Des fois, on voit des députés s'enflammer. Oui, tel budget, nanana, détournement, c'est un voleur. Hé, hey, tu rentres dans ce cadre-là? Attention, si tu n'as pas d'informations vérifiées, ce que j'appelle renseignement, ne rentre pas là-dedans. Ne va pas exposer ta vie, ni la vie de ta famille, ni la vie de tes enfants, parce que ces 40 coups-là, quand elles sont appliquées spirituellement, elles tombent partout. Ça demande une force intérieure de ne pas profiter d'une information qui ne serait pas vérifiée pour passer pour plus intelligent ou plus sage ou meilleur que l'autre.
Ça, c'est la qualité de la députation qu'il faut cibler en tant qu'impérial. C'est pas pour se faire voir que nous sommes. Non, non. C'est juste pour que vous soyez bien en vie, dans les conditions de travail qu'il faut, jusqu'à la fin des mandats qu'il faut. Le faux témoignage sur la diffamation, sur des dettes, sur des supposées corruptions, il faut faire attention. Moi, quand je vous donne une information, je la vérifie 3, 4, 5, 6 fois pour être sûr que différents réseaux me disent la même chose sur la même situation. Quand je vous parle du danger d'être accusé de corruption, quand je vous parle du danger que les gens essaient de nous empoisonner, c'est des informations vérifiées. Tout ce qui n'est pas vérifié, tout ce que j'ai un sentiment fort mais pas encore vérifié, je ne vous le dis pas, jusqu'à ce que ça soit vérifié. C'est comme ça qu'on veille sur soi-même et qu'on veille sur ses proches, qu'on veille sur les autres. Il ne faut surtout pas dévoiler une information quand vous savez que vous n'êtes encore que dans l'interprétation et que ce n'est pas une réalité. Ah, il lui donne tel montant. Mais qui, tu étais là-bas? Non, mais c'est écrit, regarde, ils ont détourné 300 000 $. Oui, mais tu étais là-bas. Où tu as l'information? Tu n'as pas l'information? Ah, ne dis rien. Tu peux poser la question. Tu dis oui, nous devons faire attention à la corruption. Là, là, oui. Mais rentre pas dans le fait de citer et de monter du droit. Ça, c'est le premier point concernant qui mérite les coups de fouet, principalement diffamation et dette inadaptée. Deuxième point, ce sont les gens qui sont exilés. Donc là, on parle d'exilés, on parle de ceux qui ont le droit de fuir dans les villes refuges. Déjà, parenthèse, est-ce que vous connaissez tous cette notion? Est-ce que vous connaissez cette notion de ville refuge ou pas? Vous les connaissez? Cette notion de ville refuge? Non, pas vraiment. Je vais vous montrer. On va prendre la Bible, hein. Pardon, pardon pour ceux qui sont pas peut-être versés dans cette lecture. C'est pas pour vous embêter. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez, c'est Nombre 35-11. Je partage maintenant mon écran. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, comme vous allez passer le Jourdain pour gagner le pays de Canaan. Donc, là, Israël, c'est comme tout le monde, parce que ces lois-là ont été données à Adam. Adam, c'est le père de toutes les nations. Donc, ce qu'Israël a fait pour eux, on va faire pour nous aussi, indépendamment du fait qu'on soit aussi isolés. Quand vous serez dans le pays de Canaan, vous vous choisirez des villes propres à vous servir de cité d'asile. Là se refugiera le meurtrier, homicide par imprudence. Ces villes serviront chez vous d'asile contre le vengeur du sang. C'est qui? C'est le membre de la famille qui veut se venger de celui qui a tué accidentellement son frère ou son père, Dieu nous préserve. Afin que le meurtrier ne meure point avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Quant aux villes à donner, vous aurez 6 villes de refuge. Vous accorderez 3 villes en deçà du Jourdain et 3 villes de l'autre côté dans le pays de Canaan. Elles seront des villes de refuge pour les enfants d'Israël comme pour l'étranger. Même quelqu'un qui n'est pas congolais qui vient, il pourrait fuir là-bas et domicilier parmi eux. Ces 6 villes serviront d'asile où pourra se réfugier quiconque a tué une personne involontairement. Il faut savoir que ça concerne tout le monde. Des fois, vous faites une loi. Je dis une bêtise. Par exemple, on va prendre le cas de Papa Moulong. Papa Moulong, il est député. Il fait voter une loi. La loi, c'est construire un pont. Papa Moulongo, tu es dans quel coin du Congo? Peut-être qu'il n'entend pas. Oui, Papa Moulongo.
Vous pouvez prendre la parole. Donc, dans quel côté du Congo vous êtes? Le micro, il est éteint. Ah, on vous entend pas. Dommage, dommage, dommage. Peut-être écrivez dans quelle ville vous êtes? Oui, c'est Bandundu. Bandundu. Papa Moulongo, il est à Bandundu. Maintenant, Papa Moulongo, il fait voter une loi pour construire un pont entre un pont aérien entre Congo central et Angola. Le pont voit le jour. On l'appelle même le pont Moulongo, parce que c'était la loi qui a fait construire ce pont. Dieu préserve. Un jour, de ce pont-là, il y a une fissure. Le pont s'effondre. 10 personnes meurent. Est-ce que Papa Moulongo est responsable ou pas? Qui veut prendre le risque de répondre? Est-ce que Papa Moulongo est responsable ou pas? Il a fait voter la loi de la construction du pont entre le Bas-Congo et l'Angola. Le pont fonctionne. Un an après, éboulement. 10 personnes meurent. Est-ce que Papa Moulongo est responsable ou pas? C'est une théorie. Qui- Oui, Monsieur le Président, non, je ne crois pas qu'il est. Non, il n'est pas responsable. Merci Papa Guy d'avoir pris la parole. Il n'est pas responsable, mais il est responsable involontaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit faites ce pont-là. Comment on sait que c'est comme ça qu'il faut traiter les choses? Parce que quand quelqu'un fonctionne avec la crainte du ciel, l'amour de ses concitoyens, l'amour de la loi, l'amour de l'éthique, toutes les actions qu'il fait, Dieu protège ses actions qu'il ne cause jamais de choses négatives, même après sa mort. Ça n'existe pas que quelqu'un qui est voilà, vraiment, Monica, Koko, ya solo, Utabuania. Alors ça, Biloko, que Monique, 10 ans après, na Biloko, il y a Tonga qui va bazo kufa. Ça, c'est ce qui est écrit dans vos Bibles. Il n'y a aucune action d'injuste qui serait suscitée du négatif. Donc, dans ce cas-là, Papa Guy, sachez que Papa Monongo, il est considéré comme un responsable involontaire. Parce qu'il est celui qui a instigé la construction. De même que celui qui aura construit le pont. Le maître de chantier, lui aussi, il sera responsable involontaire. De même que celui qui aura peut-être oublié de mettre le dernier coup de ciment. Donc, les degrés de responsabilité peuvent être directs ou peuvent être indirects. Et là, bonne chance, parce que papa, maman, tous les papas, tous les mamans, toutes les lois pour lesquelles vous allez voter, toutes les lois sur lesquelles vous ferez voter les gens, vous vous associez à une responsabilité involontaire. C'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un dit, oui, donc moi je fais la loi, il faut, loi martiale, on attaque demain à l'Est. OK. Et toi, en tant que député qui porte une voix pour l'État, tu lèves la main. Tu dis, ah oui, on attaque. Maintenant, toi, tu as voté. 2 semaines après, on apprend que non, il y a eu des débordements dans l'armée congolaise, des choses illégales ont été faites, Dieu nous préserve, et il y a eu des génocides qui ont été faits. Hey, vous avez voté la loi, hein. Tu es responsable involontaire. Parce qu'en votant une loi, on se met comme témoin.
C'est ça la chose. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment vous sensibiliser sur l'importance de vérifier chaque détail avant de vous prononcer. Il ne faut jamais être victime de la pression et penser que le temps fait qu'on doit réagir vite. Ça n'a rien à voir. Le prix à payer est beaucoup plus grave que la perte d'un temps. On part dans le texte. Qui sont les gens exilés? Quiconque tue une personne sans le vouloir, vous voyez? Quiconque tue une personne sans le vouloir. La possibilité d'être exilé dépend des circonstances particulières de l'affaire. Si quelqu'un roulait un rouleau pour lisser un vêtement de mortier qu'il a appliqué pour sceller son toit, et que le rouleau tombait sur une personne et la tuait, ou si l'on était abaissé un tonneau du toit et qu'il est tombé sur une personne et l'a tué, ou s'il descendait d'une échelle et qu'il est tombé sur une personne et l'a tué. Dans tous ces cas, il est exilé. Ne voyez pas juste les rouleaux et l'échelle. Rouleau et l'échelle peut être considérée comme l'extension de la parole. On dit une chose à l'Assemblée, ça crée un pont au Bas-Congo. C'est comme une échelle. Quand vous voyez un rouleau, c'est quand vous avez une forme. Un rouleau, c'est lourd. C'est comme si vous avez une forme d'autorité. C'est-à-dire que celui qui dit, moi je suis un général et je commande à mes soldats, allez-y, ceux que les soldats vont tuer sur le terrain, toi, général, tu es aussi responsable. Parce que tu avais une autorité. Tu es comme ce rouleau qui tombe sur eux. Après, il dit, dans tous ces cas, il est exilé. Mais si quelqu'un tirait un rouleau vers lui et qui tombait de ses mains sur une personne, il l'a tué, ou si quelqu'un soulevait un baril où la corde était coupée et qu'elle tombait sur une personne, il l'a tué, ou si quelqu'un escaladait une échelle et est tombé sur une personne et l'a tué, ce meurtrier involontaire n'est pas exilé. Voici le principe. Tout meurtrier qui tue involontairement par son mouvement descendant est exilé. Vous voyez? Tout meurtrier qui tue involontairement par son mouvement, c'est-à-dire que mouvement, c'est se déplacer, c'est faire une action, c'est aussi le mouvement de la langue, c'est aussi parler, c'est aussi lever la main, je vote, le mouvement. C'est-à-dire quoi, descendant? C'est-à-dire que ta position, elle est au-dessus de ceux qui vont appliquer. C'est-à-dire que ton mouvement, ton vote, il est descendant, il s'impose à la population. Ta parole, ton mouvement de la langue, il est descendant, il s'impose à ceux qui sont sous la loi. Si ça se passe, que Dieu préserve Papa Moulongo, c'était juste un exemple, mais si ça se passait pour ce pont-là, Papa Moulongo, il faudrait qu'il ait la vie d'exil. Il doit passer à l'exil d'une des civiles. Parce que si on ne fait pas ça, ça s'appelle que nous faisons une abomination devant Dieu. Parce qu'on laisse une injustice rester vivace. Et celui qui ne tue pas par son mouvement descendant n'est pas exilé. Là, c'est vraiment involontaire et on ne peut pas le punir. Il a rien dit. Il n'a pas levé la main. Il n'a même pas voté. Il était juste dans l'Assemblée au moment où les choses se sont passées. Et lui, il s'est abstenu. Il n'a pas fait ça, il est resté comme ça. Même il est du même majorité parlementaire que Papa Moulongo, on ne peut pas lui mettre la même accusation. Si la lame d'une hache ou d'une hachette était déplacée de son manche et qu'elle volait dans les airs et tuait une personne, Nganga Yehuda Nassi dit, il n'est pas exilé. Des autres Nganga disent, il est exilé. Après, il y a des débats, faut comprendre c'est quoi la boîte derrière. Si une partie d'un arbre fendu volait dans les airs et tuait une personne, Nganga Yehuda Nassi dit, le meurtrier est exilé. Les autres Nganga disent, non, 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 il n'est pas exilé. Donc le but, c'est de savoir maintenant, quand, par exemple, là, il y a la pluie, on va prendre le cas concret. 116 morts, sûrement plus. La pluie, personne ne commande la pluie. Tu sais qu'il n'a jamais dit pluie tombe. Il n'a pas dit ça. Personne n'a dit. Quand la pluie tombe,
Ça fait des inondations. Dans les inondations, il y a des gens qui vont couler, des voitures qui vont s'écraser. Enfin, les gens meurent. Maintenant, la question, elle est de savoir, celui qui n'a pas construit les évacuations d'eau, alors que c'était ça, son rôle. On ne va pas citer de nom, mais on peut parler du maire, du bourgmestre, des députés de Kinshasa, on peut parler de ces gens-là. L'urbanisme, est-ce que les morts qu'il y a eu avec la pluie à Kinshasa la semaine dernière, est-ce que ces morts-là sont de la responsabilité du ministre de l'urbanisme ou du responsable de l'urbanisme de Kinshasa? Sachez que ce n'est pas si simple. Il y a deux écoles. Il y en a qui disent non, il n'est pas responsable. Il y en a qui disent oui, il est responsable. Après, le détail, ce n'est pas pour maintenant. C'était pour vous dire à quel point les choses sont très minutieuses. Pourquoi? Parce que la politique, c'est le joyau de la couronne de Dieu. Pourquoi? Parce que le politicien, il a un rêve, c'est celui de s'occuper de ses concitoyens. Cette action-là, c'est l'action de Dieu tous les jours. Il s'occupe de sa création. Donc, à partir du moment où on veut s'occuper des humains, des concitoyens, peu importe qui ils sont, il faut savoir qu'on essaie de se mettre dans une position très élevée. Que Dieu sait le fait. À ce moment-là, on ne vous laisse aucune chance. C'est très, très précis. Chaque mouvement doit être analysé avec force avant d'aller. Celui qui a jeté une pierre dans le domaine public et tue une personne est exilé. Donc, tous, tous les, tous les Koulouna, si il est confirmé que on sait qui a jeté la pierre qui est tombée sur un tel, la personne doit être prise et on t'amène dans une autre ville où vivent les meurtrières volontaires. Tu es exilé. Il faut comprendre, c'est quoi l'exil? C'est-à-dire que tu quittes pas, mettons si on dit par exemple, on met une ville refuge à Mbandaka. Tu quittes pas Mbandaka. Toute ta vie, oublie passeport, oublie Coupe du Monde, oublie, tu restes toute ta vie à Mbandaka. Tu fais tes courses là-bas, tu vis là-bas, tu manges, tu fais ce que tu veux, mais tu restes là-bas, tu bouges plus jusqu'à un certain temps. Après, il dit, donc Eliezer Mona Yaakov dit, si après que la pierre a quitté la main, l'autre personne a placé sa tête dans le domaine public et a reçu un coup de pierre, il est exempté. Car lorsqu'il a jeté la pierre dans le domaine public, il n'y avait personne. Il dit, on prend un cas. On a vu les bangas, la boîte qui dit banda, mais on a boire qui moutoumou avec les banda. Personne n'était dehors. Maintenant, quand j'ai jeté ma pierre, la personne est sortie au même moment. Je ne suis pas coupable, je ne suis pas exilé. Parce que quand j'ai jeté, il n'y avait personne. Mais si tu jettes alors qu'il y a une foule, c'est pas la même chose. Dans ce cas, celui qui a jeté la pierre dans la cour et tué une personne, si la victime avait la permission d'y entrer, le meurtrier est exilé. Mais sinon, il n'est pas exilé. Comme il est dit à propos des villes refuges. Et comme celui qui va avec son prochain dans la forêt, de Deutéronome, d'où il est dérivé. De même, qu'en ce qui concerne une forêt, la victime et l'agresseur ont tous deux la même permission d'y entrer. De même, pour tous les lieux où la victime et l'agresseur ont l'autorisation d'y entrer, le tueur est responsable. Cela sert à exclure la cour du propriétaire où la victime et l'agresseur n'ont pas tous deux l'autorisation d'y rentrer. La victime n'ayant pas le droit d'entrer dans sa cour, le meurtrier involontaire est dispensé d'exil. Abba Shaoul dit une autre loi peut être dérivée de ce verset. Tout comme la coupe de bois mentionnée dans le verset facultatif, de même tous ceux susceptibles d'être exilés
sont des exemples de cas où le meurtrier involontaire s'est livré à une activité. C'est facultatif. Cela sert à exclure un père qui frappe son fils, un enseignant qui opprime ses élèves, un agent du tribunal qui est délégué pour flageller les transgresseurs. Si, au cours de l'exécution de la loi dont il est accusé, il est involontairement assassiné, le fils, l'étudiant, la personne fouettée, respectivement, ils sont exemptés. Donc là, il a introduit une nouvelle notion. Il dit qu'il faut faire attention à là où les choses se passent. Ça veut dire que quand on est un élu de la République, il y a des lieux. Il y a l'Assemblée, le Sénat, il y a les ministères, il y a les assemblées provinciaux. Il y a des lieux de fonction, des lieux d'exercice. Dans ces lieux-là, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une réduction de la responsabilité. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je suis dans un endroit où les choses fonctionnent d'une certaine manière, comme il a dit, il y a des enseignants qui tapent les élèves. Maintenant, l'enseignant, il tape l'élève, Dieu préserve, hein, l'élève meurt. Non, l'enseignant l'a tapé où? L'a tapé à l'école. OK. C'est quoi la logique de ce pays-là? Ah, on tape les enfants à l'école. D'accord. À ce moment-là, si l'enseignant était à l'école, on ne va pas l'exiler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire de loi? C'est une notion qui est très très forte que je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes, dans quelques exemples. C'est en fait le respect de l'institution. L'institution, normalement, se doit être protectrice pour tous ceux qui sont dedans. Ça veut dire qu'une assemblée qui fonctionnerait bien pourrait en fait rendre chaque député irresponsable si jamais il votait une loi qui donnait lieu à des actions où des gens mourraient. Ça veut dire en fait que le lieu est censé protéger les acteurs qui viennent l'investir et qui viennent y travailler. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse est non. Pourquoi? Parce que règle numéro un, il faut d'abord que le lieu puisse informer chacune des personnes dedans de la garantie qu'elle lui offre. Je ne parle pas d'immunité diplomatique, je ne parle pas d'immunité législative, je ne parle pas d'immunité. Ce n'est pas ça. On parle en fait du fait il y a un mode de vie qui s'apparente à un lieu. Quand ce mode de vie-là va vers le haut, est positif, à ce moment-là, tous ceux qui sont dans ce lieu-là sont naturellement dédouanés de toute action qui serait amputable à leur exercice de député ou de sénateur. Mais si le lieu n'est pas un lieu qui tire les choses vers le haut, mais devient un lieu de dépravation, de faux témoignages, de violence, de calomnie, de mensonges, il faut savoir qu'à ce moment-là, le lieu n'offre aucune couverture à ceux qui y sont. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a de la sagesse, quelqu'un qui est sage, ne va jamais mettre ses pieds dans un endroit bizarre, tendancieux. Quelqu'un qui est bon va dire, ah non, faut pas aller là-bas, mon fils, hein, parce que moi, en Ganda, ils ont bien été, ils ont politiciens, hein, donc, pourquoi on dit ça à quelqu'un? Pour dire en fait qu'il y a des lieux qui vous protègent, il y a des lieux qui ne vous protègent pas. Un lieu de mauvaise vie n'est pas un lieu qui protège les protagonistes qui y résident. Donc aujourd'hui, il y a une réforme profonde à faire sur la logique fonctionnelle, morale de l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est président, ou encore celui qui est président de l'Assemblée, il doit avoir un souci dans la tête. Comment j'offre une couverture à chaque député pour pas que dans leur vie, spiritualité, ils puissent être méritants de 40 coups de fouet spirituels.
C'est pas rien. Parce que d'une manière ou d'une autre, tous ces coups de fouet-là se reporteront sur l'exécutif ou sur le pouvoir en lui-même. Ouais. Se reporteront sur le meurtrier, par le meurtrier, sur l'institution en elle-même ou sur les personnes qui la dirigent. Donc, il y a aujourd'hui à comprendre que non seulement vous devez être des personnes structurées avec une probité morale, et ça ne suffit même pas. Il faut aussi que l'Assemblée, le Sénat et tout endroit où la fonction s'exerce soient des lieux de bonne vie, de bonnes mœurs. Juste pourquoi? Pour que, après 120 ans, hein, quand vous allez mourir, qu'on va tous mourir, qu'on ne soit pas devant des anges qui vont dire, toi, tu es responsable de ça. Toi, mais moi, j'ai fait quoi? Non, regarde, ça. Ah, tu t'es pas intéressé, mais tu savais pas qu'en étant député dans un endroit où on n'a pas l'impression que c'est la haute classe. On a l'impression que oui, c'est la jet set, peut-être, oui, il y a l'argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un député, on voit un sénateur, est-ce qu'on voit un ministre, pas trembler de peur, parce que la peur, c'est pas ça. Est-ce qu'on a de la révérence? Est-ce qu'on se rend compte que non, c'est une fonction noble d'être dans le Parlement d'un pays de plus de 100 millions d'habitants? C'est noble, c'est de la noblesse. Qui est un pays qui était un empire, un royaume. C'est de regarder comment l'Assemblée, ne serait-ce qu'elle est faite. Juste la construction, on sent que l'endroit ne te pèse pas. Des endroits où tu rentres, tu vois juste les colonnes, tu vois comment. Tu dis, hé, je suis rien. Je suis petit, l'histoire de mon pays est plus importante que moi. Là, on voit l'Assemblée, bon, c'est vrai que les premiers jours, tu vas être un peu émoustillé parce que c'est nouveau. Mais l'endroit ne te fait pas peur. Tu n'as pas l'impression de rentrer dans un antre où la responsabilité et la noblesse d'âme doivent être là. Bah, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas juste une option. C'est essentiel pour déresponsabiliser tous les erreurs des députés. Parce que les députés font des erreurs. C'est des hommes et des femmes. Les sénateurs font des erreurs. Alors comment on est sûr que leurs erreurs ne vont pas leur retomber dessus sur leur famille? Je vous ai donné la clé. Il faut que l'endroit soit un endroit de bonnes mœurs. Sinon, chacun portera le poids de sa pierre. Et on finit. Donc ça, c'est pas. Donc le dernier, c'est le E. Ça, c'est celui de la dernière fois, j'ai oublié de l'effacer. Celui, alors ça, c'est important. Celui qui imprime un tatouage. Donc, vous faites tatouer. Celui qui imprime un tatouage en insérant un colorant dans les cavités creusées de sa peau. Donc, tu vas prendre une piqûre et et vous faites tatouage à Congo mon amour, Congo aussi. OK. Donc, il dit comme ça. Tu fais ça, cette personne est également susceptible de recevoir des coups de fouet. Hey. Au Congo, il y a quelque chose, on savait que vraiment, nous les parents, tatouage, vraiment, on peut te taper. Ça, c'est, on a grandi comme ça. C'est pas, je sais pas, peut-être ça a changé maintenant, mais vraiment, au Congo, il y a ce truc-là avec la cigarette, les tatouages, la piercing. Vraiment, les parents, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc là, il dit quoi? Il dit également les histoires de. Tu fais les tatouages. Là, on est dans un livre sérieux, on parle de cas de justice et de direction politique. Il parle dans les tatouages. Vous allez voir pourquoi. Il fait tu reçois des coups de fouet. Si quelqu'un a imprimé sur sa peau un colorant, mais n'a pas sculpté
la peau, ou s'il a sculpté la peau, mais n'a pas imprimé le tatouage en y ajoutant un colorant, il n'est pas responsable. Donc, en fait, sculpter la peau, c'est comme faire des petites scarifications comme ça, mais prendre de l'encre et faire rentrer dedans, il dit, il ne faut pas faire ça. On va arriver. Jusqu'à ce qu'il imprime et sculpte la peau avec de l'encre ou du khol. Le khol, c'est ce que les Arabes mettent ici, là, sous les yeux. Les Égyptiens aussi mettaient ça. Il prend ça, il met ta, 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 ta. Après, il dit avec ou avec une substance qui marque, ou toute autre substance qui marque. Donc, Shimon Ben Yehuda dit au nom de Shimon, il est responsable que s'il écrit le nom. C'est-à-dire, il lui dit non. Il est vraiment responsable que s'il écrit le nom de Dieu. Comme il est dit, et une inscription de tatouage que tu ne mettras pas sur toi, je suis le Seigneur. Ok, on finit par ça. Ça veut dire quoi? Quel est le lien entre tatouage, élection, députation sénatoriale? C'est comme ça, regardez. En fait, des fois, on utilise des expressions imagées qui sont, qui sont la confirmation d'une réalité spirituelle. Quand quelqu'un dit non, moi vraiment j'ai un périum dans la peau, eh, faut pas commencer. Faut pas commencer parce que le but c'est pas d'avoir qui que ce soit dans la peau. Non, moi c'est un périum jusqu'à la mort. Non. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, regarde, te dit, c'est condamné pour celui qui met le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous devez être, on doit être les uns pour les autres, toujours des camarades, des contradicteurs, des débatteurs, pas d'admiration. Ça, c'est essentiel. Il n'y a pas d'admiration. C'est-à-dire que exprimer une envie de voir Imperium réussir, de voir tous ceux qui sont ce soir députés, bien sûr, on a le droit, on peut le faire. Mais il ne faut pas tomber dans un fanatisme matériel. Il faut constamment être dans une logique analytique et faire les choses qui soient cohérentes. Pourquoi? Parce que vous savez que le monde du pouvoir va aussi avec le monde de, on peut appeler ça, c'est quoi le bon mot? J'oublie mon français des fois. Avec le monde, ouais, pas les hautes sphères, on va dire tout ce qui va concerner la franc-maçonnerie, les, les élites, toutes ces choses-là, ça fonctionne comme ça. Parce que dans tous ces domaines-là où en fait il y a le pouvoir, c'est évident qu'il y a des groupes d'influence dans le monde qui vont essayer de garder ce pouvoir-là, peu importe les bienfaits ou les méfaits. Pour réussir à créer une dynamique, un dynamisme comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de créer une forme d'appartenance qui est au-delà de la cohérence, au-delà de la logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens décident en fait de passer tout ce qui va passer parce que c'est quelqu'un qui est de la même confrérie que moi. On est unis jusqu'à la mort. Combien il y a d'histoires comme ça où des politiciens savaient qu'il y avait des détournements, qu'il y avait dans d'autres pays, pas au Congo, mais dans d'autres pays, il y avait de la pédophilie. Combien de politiciens savent des choses? Et parce qu'ils sont liés par des pactes, ils disent rien. Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un faux témoin. C'est pour ça que la clé de ça, bien sûr, on parle du tatouage physique, mais c'est pas quelqu'un qui est tatoué, c'est quelqu'un qui appartient à quelque chose. Il n'y a que les esclaves qui ont tatoué. Quand tu as un esclave, tu dis, bon, l'esclave il appartient à la famille Kingania. On te fait le signe de la famille là. Esclave.
Donc, à partir du moment où on se tatoue quelque chose, ou à partir du moment où on perd la logique analytique, on perd la logique de contradiction, le fait de se contredire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amis. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le bien du parti. C'est ça. Ça veut dire en fait qu'on veut éviter de tomber dans une forme d'idolâtrie qui créerait ou qui mettrait tout le monde dans une responsabilité totale. Parce que vous deviendrez des témoins disqualifiés. C'est important que chacun d'entre vous se sente libre de me dire tout ce qu'il a à vous dire. En général, quand on me sollicite, je réponds toujours et je n'empêche jamais personne d'exprimer ses idées. Les seules personnes à qui on ne laisse pas la parole, c'est ceux qui rentrent dans la vulgarité, dans des insultes, dans des moqueries. Ça, c'est, on n'a pas le temps. Et dehors, mais à partir du moment où on a, on est un parti, les gens s'expriment librement, il faut savoir entendre et respecter tout le monde. Et entendre et respecter tout le monde, c'est sain. Ça évite cette idée-là de créer des groupes et des clans dans un parti. Parce qu'à partir du moment où vous laissez exister cette admiration, je vous le dis même pour vous, dans vos bases que vous avez, ne laissez pas les gens vous admirer. Mettez-vous à leur niveau et montez-les à votre niveau. Faites en sorte que ça soit un rapport qui soit un échange. Après, c'est vrai que chacun a son caractère. Moi, par exemple, je ne parle pas beaucoup, je suis très silencieux, je suis pas un amical, je suis pas un bon ami, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Ça n'empêche pas que je connecte, je parle, j'échange, mais il faut garder en tête qu'il faut éviter le clanisme dans le sein du parti. Si on arrive à le faire là-dedans, on va réussir à le faire à l'Assemblée. À partir du moment où il y a des clans, c'est que les gens sont tatoués. C'est des personnes qui, qui appartiennent, c'est des personnes qui appartiennent à des idéologies et que pour eux, l'idéologie est plus importante que la personne qui peut être en face avec avec une analyse, une compréhension qui serait recevable. Donc, c'est ça le message de ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Je voulais que vous preniez conscience de la notion de responsabilité qui pèse sur un élu et de ce que vient avec le droit à la punition, physiquement ou visiblement. Mais c'est comme ça. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans être capable d'assumer les conséquences de ses actes, de ses mots ou de ses incompétences. Merci à tous pour la formation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas molongo za ezokata mwa moke ezokata peut-être komela biso question na groupe ya Ceci, drame, vient de se passer dernière, revient au gouvernement. ezokata na papa. Oh, alors, ma question, hmm, Komela biso question na groupe WhatsApp comme ça dans répondre pour na bato nyonso. Pardon papa. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée à maman Rachel, à papa Guy, papa Christian Bouy, papa Bonsoir. Coco. Bonsoir, bonsoir, papa Daniel, papa Janvier.
Maman Kitoko. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir. Papa Ngandou, Papa Pascal France, Parisio, Papa Chaco. Bonsoir, Président. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. On se dit à mercredi pour bureau politique. On va avoir beaucoup de travail ces prochains jours, mais je vous tiendrai au courant de tout étape par étape. Bonne soirée à tout le monde. Papa, Bonne maman, soirée. bisous à tout le monde. Nandako. Ya seli azo se ko beganga. Oui, c'est qu'il y a une réunion na bino. Merci beaucoup. Allez, bisous. Non, 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 bengue après. Bisous, bisous.